Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La colère ne faiblit pas au Mali. Des manifestations se succèdent pour contester les résultats des législatives publiées le 30 avril par la Cour constitutionnelle. La nouvelle Assemblée doit se réunir dans les prochains jours pour une session extraordinaire. Le Cameroun a émis le 7 mai les obligations du Trésor assimilables à 10 ans de maturité sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale. Objectif, financer les grands projets d'infrastructure. Et puis, pas d'année blanche au Gabon. L'école a redémarré à la maison depuis le 4 mai à travers des plateformes en ligne. Parallèlement, les autorités planchent sur un réaménagement du calendrier scolaire. Mais avant de développer ces titres, la décision a été unanime. La Cour suprême d'appel de Lilongwe a confirmé ce vendredi l'annulation pour fraude de la réélection en 2019 du président Peter Mutharika. Une décision qui ouvre définitivement la voie à l'organisation d'un nouveau scrutin au Malawi le 2 juillet 2020. Et déjà, la tension monte sur le terrain. 3 personnes, membres du mouvement uni pour la transformation, ont perdu la vie dans des violences préélectorales. La communauté internationale appelle au calme et à l'ouverture d'une enquête. Le spectre d'une crise post-électorale plane sur le Mali. Le pays est depuis plusieurs jours en proie à une nouvelle vague de manifestations. À l'origine du mécontentement, les résultats définitifs des élections législatives publiés par la Cour constitutionnelle et qui attribuent au parti au pouvoir 10 sièges de plus que lors de l'annonce des chiffres provisoires. C'est un sujet de la rédaction. La victoire a changé de camp, s'insurgent des manifestants de l'opposition et de la société civile au Mali. De Bamako à Kayes, de Sissako et Sévaré, ils se rassemblent par centaines depuis plusieurs jours, bravant parfois le couvre-feu pour dénoncer le tripatouillage des résultats définitifs des élections législatives annoncées par la Cour constitutionnelle. Je doute que la Cour constitutionnelle revienne sur ces erreurs parce que tout ce qui arrive est vraiment de la faute de la Cour constitutionnelle. Mais justement, de reconnaître de sa part serait de reconnaître beaucoup de choses, beaucoup de faiblesses. Des incohérences qui avantagent principalement le parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Ce dernier s'est en effet vu attribuer 10 sièges de plus que lors de l'annonce des chiffres provisoires. Pour lever toute suspicion, la plateforme des observateurs nationaux réclame la publication des résultats des législatives, bureau de vote par bureau de vote. Mais en tout état de cause, et heureusement, il y a un processus de réforme constitutionnelle. On espère que ça mettra l'accent sur la révision justement de règles de nomination, de désignation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle parce qu'en l'état, oui, elle devient vraiment un fardeau sur la démocratie, sur le processus électoral. La Cour est désormais aussi dans le viseur. Pour maintenir la pression, un collectif de jeunes a décidé de braver jusqu'à nouvel ordre le couvre-feu en vigueur sur toute l'étendue du territoire de 21h à 5h du matin. L'Algérie a commémoré ce 8 mai le 75e anniversaire des massacres de Sétif, une date décrétée journée de la mémoire par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Des événements qui continuent de peser sur les relations franco-algériennes. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Sétif, Guelma Kerata, l'autre 8 mai 1945. Alors que la France et ses alliés célèbrent la victoire face au nazisme, en Algérie, des milliers de manifestants réclament la fin du colonialisme. Le mouvement sera durement réprimé par l'armée française avec un bilan qui fait encore débat chez les historiens, entre 15 000 et 45 000 morts. Une date douloureuse donc pour les Algériens que le président Abdelmajid Tebboune a décidé d'instituer en une journée de la mémoire. C'est parce que notre histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et celle de sa jeunesse, une histoire que nous ne saurions en aucun cas omettre dans nos relations étrangères. J'ai pris à cette occasion la décision d'instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la mémoire. Encore aujourd'hui, ces événements continuent de peser sur les relations entre l'Algérie et la France, si les présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande ont dénoncé chacun à leur tour le système colonial et les souffrances infligées au peuple algérien.
et que l'actuel chef de l'État français Emmanuel Macron a annoncé son intention de tourner la page du passé. L'Algérie, elle, demande toujours des excuses officielles. Il y a eu pas mal de massacres, ça c'est sûr. La réconciliation entre les deux pays exige une certaine maturité des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire que côté français comme côté algérien, au niveau des présidents. Et c'est une nécessité absolue d'aller vers cette tentative de dialoguer et de trouver un socle commun pour interpréter l'histoire. Mais ça, il faut purger les contentieux et aller jusqu'au bout de la logique de reconnaissance mutuelle des torts de chacun. Dans son message publié à l'occasion du 75e anniversaire des massacres de Sétif, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également annoncé le lancement prochain d'une chaîne de télévision qui sera un support pour l'enseignement de l'histoire nationale et qui permettra de maintenir le souvenir vivace pour les futures générations. Et c'est à la veille de cette date symbolique que le président Abdelmadjid Tebboune a rendu public la mouture de l'avant-projet de la révision de la Constitution, un projet phare qui s'articule autour de 6 axes, les droits fondamentaux et les libertés publiques, le renforcement de la séparation entre les pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption et enfin l'autorité nationale indépendante des élections. Le texte sera soumis à débat au sein de la classe politique et de la société civile. La lutte contre la pandémie de Covid-19 est l'affaire de tous sur le continent. Les jeunes notamment montent au créneau dans le cadre du Front africain de la jeunesse contre le coronavirus lancé par l'Union africaine. Un front composé de 300 jeunes leaders qui planchent sur une politique panafricaine de riposte. Les détails avec Nathalie Mo. L'Union africaine est la première organisation intergouvernementale à le faire. Permettre aux jeunes de co-diriger le plan de riposte continental contre la pandémie de Covid-19. Le bureau de l'Union africaine de l'envoyé des jeunes avec le soutien du CDC africain et du département des affaires sociales a lancé le Front africain de la jeunesse contre le coronavirus le 6 mai 2020. Jeunesse, je vous invite à la solidarité dans la lutte contre le Covid-19, dans notre mode de vie, dans l'exercice de nos tâches, tant domestiques que professionnelles. Il est très important que les pays membres de l'Union africaine impliquent la jeunesse dans la lutte contre le coronavirus. Le bureau de l'envoyé de la jeunesse s'est réuni en collaboration avec Africa CDC Virtual African Union Youth Consultation Series on COVID-19, plaidant pour une réponse collective des jeunes avec plus de 300 jeunes leaders de plus de 40 pays africains à travers 12 consultations virtuelles. L'initiative vise à créer des plateformes significatives pour que les jeunes contribuent à la réponse à la pandémie et offre une opportunité de plaidoyer dirigée par eux-mêmes. Ce front s'adresse à tous les jeunes Africains. Il est hautement nécessaire par ces temps difficiles que nous impose cette pandémie. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Nous avons besoin de votre expertise. Vos connaissances en matière de technologie seront d'un grand apport. L'Union africaine peut compter sur la structure démographique assez particulière de l'Afrique pour soutenir sa présente initiative. L'âge médian de la population de 1,3 milliard en Afrique est de 19,7 ans. Une population jeune qui, en plus d'être un atout contre la propagation du virus, est engagée à en limiter l'impact économique sur le continent. Dans l'actualité également, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ratifié ce vendredi une série d'amendements à la loi sur l'état d'urgence qui étend ses pouvoirs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Concrètement, ces amendements lui permettent d'ordonner la fermeture des écoles, la suspension des services publics, l'interdiction des rassemblements publics et privés, le réquisitionnement des centres médicaux privés ou encore le placement en quarantaine des voyageurs entrant dans le pays. Les observateurs et ONG dénoncent de nouveaux pouvoirs répressifs et une loi d'urgence abusive.
Pour la première fois depuis le lancement du marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, un pays de la CEMAC a émis des obligations du Trésor assimilables à 10 ans de maturité. Il s'agit du Cameroun qui espère ainsi mobiliser des fonds pour financer ses projets d'infrastructure. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Diamanka-Vesland. Un fait inédit sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. L'institut d'émission dont les 6 pays membres sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la Centrafrique. Pour la première fois depuis le lancement de ce marché d'Afrique centrale en 2011, le Cameroun a émis des obligations du Trésor assimilables OTA de 10 ans ce mercredi 6 mai 2020. Toutes les infrastructures d'énergie électrique, par exemple, de production d'énergie électrique, infrastructures sportives, infrastructures routières, infrastructures portuaires, aéroportuaires que le Cameroun avait lancées, ne sont pas achevées. Grâce à cette émission de titres historiques avec un taux d'intérêt de 7%, le Trésor public camerounais espère pouvoir mobiliser une enveloppe financière de 25 milliards de francs CFA. Cette somme servira à compléter les 140 milliards de francs CFA déjà mobilisés entre le 8 et le 29 avril 2020 dans le cadre d'un vaste programme, un programme dont l'objectif est de lever sur le marché monétaire une somme globale de 220 milliards de francs CFA afin de financer des projets d'infrastructure dans le pays. Le Cameroun devrait lever autour de 320 milliards en termes d'émission de titres du Trésor. Donc c'est ça que le Cameroun est en train de faire. Donc de mon point de vue, les 25 milliards d'ailleurs, les fonds qui ont été ciblés pour l'exercice, pour le mois d'avril, ça avait été levé pratiquement pour certains à 40%, pour d'autres à 70%, pour d'autres à nettement moins de, à peu près 85%. Donc de mon point de vue, c'est pratiquement les mêmes banques commerciales qui ont souscrit en avril qui vont encore être sollicités pour les mêmes 25 milliards. Cette première émission des titres sera suivie par une autre d'un montant de 25 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 6,5% et une maturité de 7 ans. L'école ne recommencera pas de sitôt au Gabon, mais il n'y aura pas d'année blanche. Selon le gouvernement, pour l'heure, une solution de cours à distance a été mise en place pour assurer la continuité de l'enseignement. Elle est effective depuis le 4 mai. Les précisions de Nathalie Mo. Il l'a réaffirmé, il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda, réfléchit à la reprise des cours dans les écoles gabonaises. Gouvernement, syndicats de l'éducation nationale et associations des parents d'élèves examinent désormais la possibilité d'un réaménagement du calendrier scolaire en respect des contraintes sanitaires liées au Covid-19. La reprise des cours ne sera pas immédiate, mais elle se profilera dès lors que la pandémie aura baissé et que la sécurité sanitaire de la communauté éducative impliquée dans les enseignements sera garantie. Comme vous le savez, le pic de la pandémie dans notre pays est attendu entre la fin du mois de mai et début juin. C'est donc une contrainte liée à la sécurité sanitaire fondamentale et qui va déterminer les orientations que l'on va prendre pour l'aménagement du calendrier scolaire. Des préoccupations persistent cependant. La validation de l'année scolaire en arrêt depuis la mi-mars, la désinfection des établissements scolaires, le dépistage des élèves et personnels enseignants ou encore le respect des distanciations sociales à l'école. Le strict respect des mesures de distanciation sociale et le respect des mesures barrières dans nos campus scolaires en Afrique pourront permettre à ce que l'année soit définitivement sauvée. Je crois qu'en appliquant tout cela, c'est comme cela que les États africains, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine sauveront l'année scolaire et l'école pourra de reprendre de plus en plus dans notre continent. Alors que la reprise des classes est encore en débat, le gouvernement gabonais a mis en place un système d'enseignement à distance depuis le 4 mai 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.